Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 en Bourgogne et en Franche-Comté pour cette émission spéciale au lendemain du premier tour des élections législatives. Comment ont voté les électeurs en région et comment les partis politiques s'organisent en vue du second tour. On analysera la situation politique avec Catherine Emziri et Lilian Melet. Et puis place au débat dans cette émission avec ceux qui ont accepté cet exercice aujourd'hui. Alain Chrétien, maire de Vesoul, député sortant, suppléant battu en Haute-Saône, membre des Républicains, tendance Bruno Le Maire. Alexandre Amorine, porte-parole de la France Insoumise. Maxime Thiebaud, candidat battu en Saône-et-Loire pour le Front National. Et avec nous en direct de Besançon, Michel Neugnot, vice-président PS du Conseil régional. Et Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon pour La République En Marche, en provenance du PS, je précise, puisque en direct de Paris, nous rejoindrons Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur de l'Yonne pour La République En Marche, mais en provenance des Républicains. Alors, comme au niveau national, La République En Marche et le MoDem sont arrivés en tête des suffrages des électeurs en Bourgogne-Franche-Comté, c'est simple, les candidats de la majorité présidentielle sont qualifiés dans toutes les circonscriptions de Bourgogne-Franche-Comté. Ils sont même en tête dans 24 des 27 circonscriptions. Exemple de cette vague Macron dans notre région, dans la première circonscription du territoire de Belfort, avec un ancien UMP, ensuite passé au MoDem, Christophe Grudler, qui se présente aussi avec l'étiquette La République En Marche. Il est arrivé hier, vous le voyez en tête, avec près de 32% des voix, loin devant le candidat LR Yann Boucard, Sofiane Aïssaoui de Nicole. Bravo, bravo, bravo. Il peut savourer sa victoire. Avec près de 32% des voix, Christophe Grudler arrive largement en tête. Il devance de 8% Yann Boucard, un candidat soutenu par son rival historique, un certain Damien Meslot. Quelques heures plus tôt, le candidat arrive dans son bureau de vote. Bonjour. Et de tous les bulletins, il évite soigneusement d'en sélectionner certains. Mais à cette heure-là, Christophe Grudler l'assure, les querelles politiques, c'est du passé. À voter. Moi, je suis toujours là pour faire du positif. Cette campagne, on l'a faite sur du positif parce qu'on croit à quelque chose, on croit qu'on peut apporter des idées pour la circonscription et le département. Et donc, je laisse de côté les règlements de compte politiciens. C'est pas pour moi. À 18h, les bureaux de vote ont fermé. Le candidat patiente en famille avec ses équipes, les yeux rivés sur les résultats qui tombent. Donc, tu restes en ligne avec Nicolas pour qu'il puisse te donner à mesure ce qu'il a, quoi, en fait. Au moment du dépouillement, Christophe Grudler se sait favori, mais à mesure qu'il découvre les résultats, il prend conscience de la puissance de la vague En Marche. Oh, le carton glacé. On a 80 voix d'avance sur le deuxième. Puis il avait comme le front élargué, c'est fou. Voilà, Je ne cherche pas à comprendre. On se connaît les Républicains en deuxième tour. Et déjà, le candidat s'attend à ce que la bataille menée par l'actuel député maire de Belfort soit rude. Je connais Meslot, je connais ses techniques. Il y aura intérêt de blinder, mobiliser, nombreux, voilà. Mobiliser ses troupes pour la dernière ligne droite, avec un seul objectif en tête. On se retrouve ici même, dimanche prochain, pour la victoire. Voilà, merci. Alors, on vient de voir ce qui s'est passé dans le territoire de Belfort. Vous allez nous dire, Catherine Emziri, si c'est représentatif de ce qui s'est passé en Franche-Comté hier soir. Eh bien, tout à fait. En effet, La République En Marche, c'est le parti grand vainqueur de cette élection législative en Franche-Comté. Tous les candidats macronistes sont qualifiés pour le second tour. Alors, ils sont opposés soit à des candidats républicains, c'est le cas dans 7 circonscriptions, soit aux candidats frontistes, c'est le cas dans 3 circonscriptions, dans les 2 de Haute-Saône et également dans le pays de Montbéliard, où Frédéric Barbier, le député socialiste sortant qui a aussi l'investiture En Marche, affrontera Sophie Montel du Front National. À noter la situation de Besançon, qui est bien particulière. Nous trouvons en effet un duel La République En Marche PS. Barbara Romagnan, la députée socialiste frondeuse, est en ballottage très défavorable. Elle a totalisé 16% des suffrages face à la macroniste Fanette Charvier, presque 30% des voix. Et puis toujours à Besançon, un autre cas, l'autre député sortant, Éric Alauzet, écologiste, qui n'a eu l'investiture, il les a perdus, ni d'Europe Écologie Les Verts, ni du Parti Socialiste, et qui n'avait pas réussi à obtenir l'investiture En Marche, réalise tout de même le meilleur score des députés sortants, avec plus de 42% des voix, loin devant le républicain Ludovic Fagot, 21%.
Merci Catherine pour ces premiers éléments. Alors l'un des faits importants de ce premier tour, c'est la débâcle du Parti socialiste. Légitimistes ou frondeurs sont presque tous à la même enseigne et même dans les fiefs historiques comme le très mitterrandien Morvan ou le PS sortant. Christian Paul est largement distancé par Patrice Perrault, le candidat de La République En Marche, Johann Albrecht, Quentin César. Qualification de justesse pour Christian Paul. Avec 18,2% des bulletins, le député sortant arrive deuxième de ce premier tour et résiste tant bien que mal à la déroute socialiste. Nous avons aujourd'hui fait mentir les sondages. Je serai, avec Stéphane Bénédite, mon suppléant, au second tour de cette élection législative. Et je vais évidemment préparer ce second tour dans un esprit de très large rassemblement des forces de gauche, bien sûr, mais bien au-delà, de tous les Nivernais qui veulent à l'Assemblée nationale un député utile, efficace, expérimenté et combatif. Car le scrutin s'annonçait difficile pour le chef de file des frondeurs, pris entre le succès annoncé de Patrice Perrault pour La République En Marche et la montée du FN à la présidentielle, 41% des votes pour Marine Le Pen au deuxième tour. Monsieur Christian Paul, 240 voix, soit 43%. Monsieur Harold Blanot, 75 voix, soit 13%. Mais les électeurs du Front National ne se sont pas déplacés hier. Avec 15,1% des suffrages sur la circonscription, Harold Blanot mobilise moins de voix que le candidat frontiste en 2012. Un résultat dont s'est réjoui Patrice Perrault. J'arrive en tête effectivement sur cette deuxième circonscription de la Nièvre. On s'oriente donc sur un duel avec Christian Paul. Et ce qui me fait surtout plaisir, c'est le fait de voir le Front National reculer. Je pense que c'est une belle chose pour cette deuxième circonscription qui en avait souffert lors de l'élection présidentielle. Sur les terres de François Mitterrand, le candidat de La République En Marche a réuni 2 fois plus de suffrages que le député sortant socialiste. Alors Lilian Melet, on a découvert hier soir une Bourgogne totalement en marche. Ah oui, ça n'est pas un raccourci, puisqu'en Bourgogne, sur les 15 circonscriptions, les 15 candidats d'En Marche sont en tête du premier tour. C'était attendu dans certaines circonscriptions, mais l'ampleur du phénomène situe la force de la vague. Pour la Bourgogne très socialiste, en 2012, avec 10 députés sur 15, c'est donc une révolution, puisque 2 socialistes seulement accèdent au deuxième tour. Les 2 sortants, Christian Paul, on l'a vu, et Cécile Untermaier, mais tous 2 sont en position défavorable. Deuxième force nationale de ces législatives, la droite est donc la deuxième force bourguignonne de ce premier tour. 10 candidats se sont qualifiés, mais la dynamique, clairement, leur fait défaut. Et comme dans toute la France, le Front National a clairement raté ce premier tour des législatives en Bourgogne. Pour faire simple, selon les circonscriptions, le parti a perdu entre la moitié et les 2/3 des voix de Marine Le Pen de la présidentielle. Il y aura donc 3 candidats dans des deuxièmes tours en Côte d'Or, dans la Nièvre et surtout dans le nord de Lyon, mais jamais en position réellement favorable. Merci Lilian. On va rejoindre en direct de Paris Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur de Lyon pour La République En Marche, en provenance, je le disais, des Républicains. Vous vous dites aujourd'hui que vous avez fait le bon choix ? Je suis heureux effectivement d'avoir été parmi les précurseurs, mais heureux pour le pays, parce que aujourd'hui, on voit que les Français, ils sont dans la cohérence. Ils souhaitent, on l'a vu, donner une majorité stable, forte, je crois, solide, au président de la République, au Premier ministre, Édouard Philippe, et tout ça pour pouvoir mettre en œuvre, vous savez, ce programme sur lequel Emmanuel Macron a été élu, et qui est un programme, je crois, porteur à la fois de liberté retrouvée pour les artisans, les commerçants, les agriculteurs, et en même temps aussi avec la création de nouvelles protections, avec, par exemple, en les rendant éligibles à l'assurance chômage, ces indépendants, en recrutant 10 000 policiers et gendarmes. Bref, un programme équilibré. Jean-Baptiste Lemoyne, Lilian Melet à Dijon. Est-ce que c'est pas trop ce qui se profile ? Est-ce que c'est une chambre aussi majoritaire qui laissera en réalité pas de place au débat ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque, par exemple, que le débat se déplace ailleurs dans le pays et de façon peut-être difficile à gérer ? Non, je ne crois pas. Vous savez, la force d'En Marche, c'est de réunir, d'unir des femmes et des hommes qui ont des sensibilités qui parfois peuvent être différentes. Vous voyez, je viens des Républicains, d'autres viennent de la social-démocratie, du centre, mais quels que soient nos parcours par le passé, nous avons une conviction, c'est que nous regardons dans la même direction et nous avons des réponses identiques pour sortir le pays de l'ornière. Et dans le département de Lyon, on le voit très bien, avec 3 candidats En Marche arrivés en tête. Vous voyez quelqu'un qui est issu
de la gauche, comme Jean-Yves Collet, quelqu'un qui est issu du centre, comme Michel Crouzet, et quelqu'un qui vient de la société civile, Paulo da Silva, médecin, maire rural. Eh bien, nous avons besoin de ces 3 talents, de ces 3 profils dont les parcours sont différents, mais qui souhaitent une chose, c'est faire réussir Lyon, faire réussir la France, en finir avec une fatalité, la fatalité d'un chômage de masse, la fatalité peut-être d'une crainte par rapport à la sécurité. Eh bien, nous apportons des réponses concrètes. Vous savez, je crois que la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, c'est l'efficacité. Et puis, ne nous embarrassons pas des anciens clivages. Merci Jean-Baptiste Lemoyne en direct de Paris, sénateur de Lyon. Alors Alain Chrétien, Jean-Baptiste Lemoyne, ça fait un moment qu'il a franchi le Rubicon. Vous, le lemériste, vous auriez pu aussi rejoindre plus directement Emmanuel Macron. Vous avez préféré vous présenter sans étiquette derrière votre candidat, puisque vous étiez suppléant, vous n'avez pas souhaité vous représenter en tant que candidat. Est-ce que vous ne regrettez pas aujourd'hui de ne pas avoir pris une étiquette En Marche ou d'avoir essayé de l'avoir? Je connais bien Jean-Baptiste Lemoyne, c'est un ami de longue date et je salue son courage politique. Je crois qu'il faut aussi raison garder et rester dans sa famille politique. Je suis républicain, j'ai grandi en politique avec ma famille, les Républicains. Je suis peiné de voir ce qui se passe aujourd'hui. Une famille boursouflée de haine, de rancœur, de règlements de compte. On l'a vu dans ma circonscription en Haute-Saône. Et je crains fort que les Républicains, dans les semaines qui viennent, explosent parce qu'on n'a plus grand-chose à faire ensemble, malheureusement. Il faut vraiment qu'on se remette en cause. J'aime ma famille politique, on a des choses à dire, des valeurs à défendre, sauf qu'aujourd'hui, c'est une guerre d'ego et de règlement de compte après le fiasco de François Fillon. Ça veut dire que les Républicains, c'est terminé, ou alors il y a un petit noyau qui va rester aux Républicains, et d'autres comme vous pouvez peut-être partir de la on le voit bien, politique. Dès qu'on ose dire que chez Macron, il y a des bonnes choses, on se fait, mais alors descendre par certains Républicains, il y a un sectarisme qui est en train de monter dans ce parti que moi je ne supporte plus. Donc je demande aux Républicains du respect, y compris dans leur propre famille politique. Sinon, on va à la catastrophe. Effectivement, Bruno Le Maire est ministre de l'économie et des finances. J'en suis fier. C'est un ami. Je suis heureux qu'il puisse contribuer à la réussite de la France. Mais il était républicain et nous partageons beaucoup de choses ensemble. C'est pas pour autant que vous signez En Marche demain? Non, je ne suis pas En Marche. Comme disait Thierry Solaire, je ne suis pas En Marche, mais je veux que ça marche. Contrairement à ceux qui veulent tout bloquer et qui veulent l'échec de la France aujourd'hui. C'est un peu ceux qui veulent tout aussi, là. Non, c'est ceux qui veulent la réussite du pays. Et bien moi, je veux la réussite du pays, mais aussi de ma famille politique. C'est conciliable. Alors on évoquait la débâcle du Parti socialiste. On va rejoindre Michel Neugnot du côté de Besançon. Michel Neugnot, vous aussi, vous faites quoi aujourd'hui? Vous comptez les points, vous constatez les dégâts et vous vous dites comment on va se relever? Ou bien vous avez déjà signé l'arrêt de mort, comme beaucoup du Parti socialiste aujourd'hui dans les médias? La vague a été très forte. Elle épargnait aucun des partis existants ou naissants. Et effectivement, le Parti socialiste est très atteint. C'est une débâcle. On ne se consolera pas du fait qu'entre Benoît Hamon, 6,36 et les 10% que l'on a récupérés, il y a une légère progression, mais pour autant, le mal était profond. Il était ressenti au premier tour des présidentielles par l'élimination. Et contrairement à ce que certains pensaient, que l'on était frondeur ou pas, que l'on était plus à droite ou à gauche du Parti socialiste, c'est tout qui était emporté. Donc c'est quoi, c'est le quinquennat, Michel? C'est quoi, Michel Neugnot? C'est le quinquennat, c'est le bilan d'un quinquennat raté. C'est un parti qui ne s'est pas renouvelé, qui n'a pas proposé d'idées nouvelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous essayez de comprendre ça? Honnêtement, le bilan du quinquennat a été pour très peu dans la campagne électorale parce que personne ne l'a défendu. Personne ne l'a défendu. Il va s'apprécier au fil du temps avec les ombres et les lumières. Ce que l'on peut dire, c'est que la France, livrée par François Hollande, est dans un meilleur état que celle qu'il a trouvée en 2012. Mais ça, c'est l'histoire qui va le faire et qui va le dire. Vous êtes à côté de Jean-Louis Fousseret, on l'entendra tout à l'heure, mais est-ce que vous lui dites ça aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que vos anciens camarades qui ont rejoint En Marche sont responsables? Non. Ceux qui sont responsables, c'est pas ceux qui ont fait leur choix personnel. Ceux qui sont responsables, c'est effectivement l'incapacité que l'on a eue à travailler groupé, à revoir les pratiques, à avoir un Parti socialiste plus à l'écoute. C'est cela le problème. Et
Le problème qui se pose maintenant, c'est de savoir si, entre le macronisme, appelons-le comme ça, et la France insoumise, il y a une place ou non pour la social-démocratie. Et c'est tout le travail que l'on va avoir à faire, et je souhaite qu'il y ait un travail qui se fasse le plus rapidement possible, avec un congrès de refondation. On est dans l'état que l'on a connu de la CFIO, et nécessité donc de faire une sorte de congrès d'Épinay dans d'autres formes, mais pour refonder, parce que je pense profondément, pour répondre à votre question initiale, qu'il y a une voie entre le macronisme et droite et gauche et on va France laisser insoumise. s'exprimer Michel Legnaud, Jean-Louis Fousseret, le maire de Besançon. Catherine Emziri. Oui, Jean-Louis Fousseret, bonjour. Donc je rappelle que vous êtes maire de Besançon, président de l'agglomération, vous êtes socialiste et vous avez donc opté pour Emmanuel Macron il y a déjà plus d'1 an, donc vous êtes macroniste. Là, quand on voit la majorité qui se dessine, est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait d'un côté des néophytes et de l'autre des recyclés, je pense même en Franche-Comté, il y a certains recyclés donc qui ont un petit peu plus de bouteilles, et qu'on risque d'avoir un fossé entre ces deux personnes, ce qui laisserait de la place à, excusez-moi l'expression, ou des frondeurs dans cette majorité trop large, ou alors beaucoup de place aux technocrates. Non, pas du tout. Je crois qu'il y a le résultat de ce vote, c'est aussi la volonté des Françaises et des Français de faire en sorte, effectivement, il y ait des visages nouveaux, des pratiques nouvelles. Pardon. Je crois que Michel Legnaud le disait, je crois que les partis politiques traditionnels, ils n'ont pas compris, ils sont restés sur leur vieux schéma, leur schéma traditionnel. Il faut que les Françaises et les Français retrouvent confiance avec les politiques. Il faut changer les choses. Et pour cela, il faut qu'il y ait des visages nouveaux, avec des visages expérimentés. Emmanuel Macron, notre président, l'a dit dès le départ. La nouvelle Assemblée, il y aura 50% de personnes nouvelles et d'autres qui sont plus expérimentés. Et on va apprendre vite. Oui, mais moi, justement, lorsque j'ai Jean-Louis Fousseret, est-ce que justement ces députés... Jean-Louis Fousseret, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que justement ces députés totalement néophytes, ce ne seront pas des députés godillots qui lèveront la main quand on leur dira de lever la main? Non. D'abord, ce ne sont pas peut-être des néophytes en politique, mais ce sont personnes qui viennent du monde de l'entreprise, de la vie associative, qui ont une expérience, qui n'est pas forcément une expérience politique, mais qui ont une véritable expérience. Et puis, vous savez, il y a quelque temps, le grand sujet, c'était est-ce que Macron, il aura une majorité pour gouverner? On avait peur pour lui qu'il n'ait pas cette majorité. Aujourd'hui, le souci, c'est est-ce qu'elle n'est pas trop forte? Je crois qu'il faut quand même quelque part s'entendre là-dessus. Il y a une perte de confiance énorme des Françaises et des Français envers les politiques. C'est pour ça d'ailleurs que la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés. Alors aujourd'hui, il faut donner à notre président, effectivement, des moyens pour que le débat ait lieu. Bien sûr, il l'a dit, le débat ait lieu à l'Assemblée nationale, mais qu'aussi il puisse mettre en place rapidement, très rapidement, car il y a peu de temps pour cela, les réformes qui vont faire que la France va changer. Merci Jean-Louis Fousseret pour cette première intervention. Et il y en a qui ne veulent pas aider Lilian Mollet sur ce plateau, le président de la République, c'est clair. J'ai remarqué qu'Alexandre Emery a acquiescé quand j'ai dit bilan du quinquennat. Exactement. Michel Legnaud lui dit, en fait, ça n'a pas joué le bilan du quinquennat parce qu'effectivement, il n'y avait personne pour le défendre. C'est quoi votre point de vue? Je pense que le bilan, il a joué sur deux choses. Déjà, sur la désaffection vis-à-vis des candidats socialistes, bien entendu, mais aussi, et malheureusement, je pense que là, on le regrette tous, aussi sur l'abstention. Je pense que le quinquennat qui a eu lieu les 5 dernières années, où on avait promis des choses et où ils n'ont pas été tenus, je pense que ça a joué énormément aussi dans la désaffection des Français pour le vote. Donc, il y a eu une double influence du quinquennat passé. Même si la désaffection législative après la présidentielle, ça date de 2002, peu de choses près, et élection après élection, la participation, elle est en baisse, de plus en plus en baisse. C'est aussi le problème de l'inversion du calendrier, en effet, qui a eu lieu depuis le début des années 2000, où... et là, on pourrait peut-être dire que tous les quinquennats ont été ratés. C'est peut-être pour ça. Moi, je le pense sur pas mal d'aspects, en tout cas. Après... L'inversion du calendrier ayant joué, ça a transformé aussi l'Assemblée nationale comme une véritable chambre d'enregistrement. Au final, j'entendais tout à l'heure M. Fousseret qui disait que le débat devrait avoir lieu à l'Assemblée nationale, mais il n'aura pas lieu, puisqu'Emmanuel Macron, malgré l'Assemblée qui serait apparemment pléthorique pour lui, continue quand même de vouloir passer des réformes par ordonnance. Donc aucun débat n'aura lieu, alors même qu'il a la majorité. Monsieur Émorine, malgré tout, aucun de vos candidats France Insoumise, alors que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en 3e position, aucun de vos candidats ne s'est qualifié pour le 2e tour. Donc en vous avez en Bourgogne-Franche-Comté. Donc vous avez quand même un vrai
problème de positionnement dans l'opposition. Je pense qu'on est passé pas loin sur énormément d'endroits et c'est vrai que... Et c'est ce que Mélenchon disait déjà pour le deuxième tour. Mais parce que c'est vrai, je prends l'exemple par exemple sur la première circonscription de Côte d'Or où ça s'est joué à 842 voix, vous voyez, c'est quelque chose qui est vous voulez réagir ensuite, Maxime Thiébaut? Je pense que c'est que cette opposition s'exprime dans la rue. Le risque, c'est ça. C'est Mais que si on a une assemblée monocolore avec des macronistes qui, effectivement, n'y connaissent rien, il faut se le dire, sont des gens qui, il y a 3 semaines, ne connaissaient rien en politique. On leur a collé l'étiquette Macron et ils ont été élus. Moi, j'en connais beaucoup. Et il y aura beaucoup de désillusions parce qu'être député, c'est pas ce qu'on croit. C'est pas ce qu'on croit. Quand dans l'opposition, c'est cause toujours, et dans la majorité, t'as rien à dire. Donc, ils vont être très déçus, je le pense. Maxime Thiébaut, alors, je le disais en présentation, on peut dire élection législative ratée pour le Front National. Je prenais l'exemple de certaines circonscriptions bourguignonnes. Entre la moitié et les 2/3 des voix de Marine Le Pen de la présidentielle perdues, il se passe quoi sur ces législatives? Est-ce que c'est que votre électorat s'en désintéresse, qui considère que c'était perdu, ou qu'il y a des choses internes, vous allez dire que je vous ressors ce que je vous ai dit hier soir dans le soir électoral, mais il y a des choses internes au Front National, non, ça n'a pas changé, au Front National qui sont en train de poser souci. Non mais attendez, quand vous regardez quand même les résultats, vous avez 50% de la population qui n'est pas allée voter. Donc on ne peut pas comparer par rapport à la présidentielle. Mais on a l'impression qu'il y a plus d'électeurs Front National qui ne sont pas allés voter que dans d'autres partis. Ça c'est certain, j'en ai parlé hier. Il y a eu un défaut de mobilisation dans le camp des Patriotes. Mais je pense au fait que tout le monde se voyait gagnant, Monsieur Macron, pour l'élection législative. C'est pas les dissensions à l'intérieur. Je rappelle que vous suivez Florian Philippot chez les Patriotes. C'est pas les dissensions. Vous avez des dissensions partout et chez nous tout va bien. On est dans une refonte. On est en train de réformer le mouvement. Non, je pense qu'en fait les gens ont été démobilisés. Les gens ont été démobilisés. C'est tout. Et quand je regarde par rapport en 2012 au premier tour des élections législatives, les Républicains UMP ont divisé par 2 leur nombre de voix. Le PS a divisé par 7 et nous avons perdu 500 000 voix. Donc globalement, on a quand même un socle qui est en train de se constituer. Et là, on rentre dans une nouvelle bipolarisation de la vie politique, avec d'un côté les mondialistes, Monsieur Macron et tous ses copains, et de l'autre les patriotes qui sont en train de se réformer. Alors juste un chiffre, puisque vous citez des chiffres. En Bourgogne-Franche-Comté, vous avez perdu entre le premier tour de la présidentielle et le premier tour des législatives hier soir, plus de 200 000 voix. Mais ce n'est pas comparable à cause de l'abstention. C'est tout. C'est oui, pas comparable. Vous ne jouez pas sur la même échelle. Donc prenez des chiffres comparables. Alors vous après une autre question, vous avez quand même des candidats Front National qui n'ont pas fait campagne, complètement inconnus. Regardez les En Marche, Madame Gabrel, je ne l'ai jamais vue. Et puis elle fait, je ne sais plus, 30%. Donc ça n'a rien à voir. Moi, je parle d'une candidate dans le territoire de Belfort où on ne l'a jamais vue dans ce département. Vous n'êtes pas toujours dans le territoire de Belfort, c'est pour ça. Non, mais j'ai des échos. Mais donc quand vous parlez de changement dans le parti, au Front National, est-ce que ça veut dire qu'il faut que vous alliez vers un peu plus de rigueur, un peu plus de professionnalisation? Je pense qu'il faut... Moi, je suis pour un changement de nom et je suis pour rassembler davantage. Je pense aujourd'hui que le mouvement doit avoir un peu plus de monde, doit rassembler davantage. Donc oui. Est-ce que vous espérez les conséquences de ce qu'Alain Chrétien évoquait, alors à l'autre bord de ce qu'Alain Chrétien évoquait, mais si les Républicains explosent, est-ce que vous espérez clairement récupérer une partie de ce parti pour créer quelque chose de nouveau? Retrouver les souverainistes. Florian Philippot. J'espère retrouver les souverainistes. Et Alain, on s'entend bien parce qu'en 2012, tu es venu soutenir contre le TSCG à l'Assemblée nationale le fait que notre Assemblée nationale ne soit pas sous la mainmise de Bruxelles. Donc oui, naturellement, on peut tendre la main à des républicains qui sont souverainistes, qui sont patriotes. Il tend la main à Emmanuel Macron, là, quand même, Alain Chrétien. Non, mais il a 2 mains. Il a 2 mains. C'est pas le même sujet. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est dans le brouillard. Il n'y a plus d'idéologie, il n'y a plus de dogmatisme, il n'y a plus de certitude. Il faut avoir conscience de ça. Que ceux qui disent « j'ai raison contre tous les autres », ils ont tort. Ça, c'est et que chez les Républicains, tant qu'on dira « j'ai raison, tous les autres ont tort », eh bien on va se planter. Il faut on va revenir partir à l'essentiel. du côté de Besançon pour analyser la situation de la gauche. Les scores réalisés dans la ville sont sans appel. Et comme un symbole, le Cursal, QG de la gauche, était désespérément vide hier. Chronique d'une mort annoncée avec Stéphanie Bourgeot et David Martin. 20h. Ils sont venus timidement, en très petit comité, la plupart sans y croire, juste pour mesurer la casse. La République En Marche piétine tout sur son passage, le camp socialiste est dévasté. Hollande réussit à faire que le PS soit exactement comme après Guy Mollet. C'est exactement pareil. Après Guy Mollet, il y avait 2 fers qui faisaient 5%. Éric Alauzet, 7506 voix, ce qui correspond à 43,4%. Les résultats sont sans appel. Au fil des circonscriptions, l'hémorragie n'épargne personne.
pas même les frondeurs. C'est un effondrement, mais vous constaterez que je suis néanmoins au deuxième tour et il n'y en a pas tant que ça. Quand dans quelques semaines ou quelques mois, on va se rendre compte qu'en fait, les députés qui sont élus à l'Assemblée nationale avalent tout, quoi que ce soit, parce qu'en plus, le programme des candidats En Marche, c'est d'aider le président Macron. Enfin, je rappelle que les parlementaires, ils sont vraiment là pour représenter le peuple. On ne sait pas ce qu'ils vont faire, et pour ce qu'on sait, c'est quand même assez dangereux. 21h. À Besançon, le Cursal se vide en même temps que les bancs PS de l'Assemblée nationale. Il y a le feu à la Maison Gauche. Il va falloir sauver les meubles et l'héritage. Aujourd'hui, les forces d'avenir, c'est France Insoumise. C'est nous qui représentons en fait les fondamentaux d'une politique de progrès humaniste, sociale, écologique. C'est vraiment ça qu'on défend. Et ça sera la force qui va compter demain. Je pense qu'il y a des socialistes qui sont sur des vraies bases socialistes, sur lesquelles je pense qu'on peut construire un certain nombre de choses ensemble. Il va falloir se rassembler avec des Verts, de France Insoumise, des socialistes, des communistes, et je le dis d'une façon plus large, la société civile, pour reconstruire une véritable gauche et donner de la perspective à nos concitoyens. Rassembler les miettes quand d'autres s'asseyent à la table des vainqueurs. De nouveaux visages concentrés sur l'objectif. Je regarde pas trop ce qui se fait à côté. Je suis vraiment là pour porter le projet d'Emmanuel Macron et on est là vraiment pour travailler là-dessus. Après, on n'est pas fermé au dialogue. 22h, le Cursal est désert. La République est en marche et elle déchire jusqu'au paysage politique. Elle déchire peut-être un peu, Jean-Louis Fousseret, de quelque chose que vous avez construit ces dernières années autour de la gauche à Besançon, non, quand même? Oui, bien sûr. Moi, ce que je regrette surtout, c'est que, je le disais tout à l'heure, que les partis traditionnels n'aient pas compris qu'il fallait changer, qu'ils soient restés aveuglés sur des schémas traditionnels. Maintenant, je crois qu'il y a une grande volonté, effectivement, de faire les choses autrement, de voir des visages neufs, de concevoir la politique autrement, d'être dans le camp des progressistes, ce que nous sommes, pour avoir une vision différente. Vous savez, le programme d'Emmanuel Macron, c'est aussi de libérer, de protéger, d'avancer. Et j'entends bien ce que disait Alain Chrétien tout à l'heure. Jean-Louis Fousseret. Non, je ne vais pas développer. Oui. Jean-Louis Fousseret, avant de développer le programme d'Emmanuel Macron, qu'on a déjà entendu pendant toute l'élection présidentielle, je voudrais savoir je voudrais savoir, en face de vous, vous avez un socialiste qui s'appelle Michel Neugnot. Oui. C'est un partenaire, c'est un ennemi. Comment vous le qualifieriez ? De toute façon, c'est certainement pas un ennemi, c'est un partenaire, parce qu'au-delà de ces élections législatives, avec Michel Neugnot, nous allons continuer à travailler, entre autres, au niveau de la grande région. Moi, je suis pas... Vous savez, Emmanuel Macron, nous sommes dans la bienveillance. Vous parlez de la grande région, mais dans les collectivités territoriales, comment ça va se passer entre vous, entre les En Marche, entre les socialistes, entre le PC, avec le PC que vous avez dans votre majorité ça va jouer comment ? Alors, je sais que vous aimeriez que nous puissions nous taper dessus, mais ça ne sera pas le cas. J'ai, depuis le départ, dit comment je concevais les choses. Il y a des affaires nationales, chacun a ses positions. Moi, je me suis engagé en 2014 sur un programme vis-à-vis des Byzantines et des Byzantins, et jusqu'en 2020, effectivement, nous appliquerons ligne à ligne, mot à mot, ce programme d'union que nous avons mis en place en 2014. Voilà. Alors, ça peut peut-être déplaire, on pourrait peut-être souhaiter qu'il y ait... entre parenthèses, de la bagarre entre nous, mais ça ne sera pas le cas. Je ne vais pas dévier d'un seul millimètre la ligne que j'ai proposée donc aux Byzantines, aux Byzantins en 2014. Je continuerai à travailler avec Michel Neugnot, comme avec... Michel Neugnot est à côté de vous. On a forcément envie d'entendre Michel Neugnot. Et pour prolonger, j'ai envie de demander à Michel Neugnot s'il ne regrette pas que finalement des gens proches, parce qu'on voit bien que vous êtes proches, et pas réussi à s'entendre. Et d'ailleurs, est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron ? Est-ce que, voilà, Michel Neugnot, vous regrettez ça, vous, qu'il n'y ait pas eu d'accord et de pacte de non-agression ? Quand on veut se projeter dans l'avenir, il ne faut jamais avoir de regrets sur le passé. Il faut prendre des choses telles qu'elles sont. Tous, on a eu dans la vie politique, à gauche comme à droite, des trajectoires différentes, des points de rencontre, des points de divergence. La difficulté, c'est que dans le Parti socialiste, on n'a pas pu continuer à réussir une synthèse dynamique, s'adaptant à la situation et à la modernité du moment. Donc, ce qui reste à construire, moi, je pense que le macronisme va vivre sa vie, c'est et droite et gauche. On va voir ce que ça donne avec une assemblée forte. Ce qui nous rapproche d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe. C'est ce qui nous éloigne de la France insoumise. Par contre, je pense personnellement qu'il va falloir reconstruire à partir de nos forces. Nos forces, ce sont des élus dans les communes, dans les départements, dans les régions. Et
montrer l'exemple et avancer à partir de cela. Je crois qu'il y a une place entre le macronisme et droite et gauche qui a été, bravo l'artiste, un grand succès, et la France insoumise. Et c'est cet espace-là que le Parti socialiste devra porter l'avenir sous son nom, sous un autre nom. Le macronisme, c'est pas le droite et gauche, le macronisme, c'est le camp du progrès. Ils viennent nous rejoindre, tous ceux qui veulent que la France retrouve de la vigueur, retrouve de l'optimisme, retrouve de l'espoir. Jean-Louis, si tu permets, c'est quand même la marque de fabrique, c'est pas le ni de Pérou, c'est le et on voit bien qu'il y a un Premier ministre et un certain nombre de ministres marqués à droite, d'autres marqués à gauche, et on verra. Mais il y a des conservateurs de droite et aussi des conservateurs de gauche, et des progressistes de droite et des progressistes de gauche. Je ne présage pas du tout de l'avenir. Tu sais que sur un certain nombre de dossiers régionaux, je suis plutôt dans le camp du progrès, et notamment de répondre aux besoins de nos concitoyens au quotidien, parce que c'est comme cela qu'on arrivera à redonner goût à la politique et le donner goût durablement. Merci. Donc ce travail-là est à faire. Par contre, reste toujours cette problématique, et droite et gauche, et puis aussi l'engagement qui a été pris sur l'honneur par tous les candidats de voter tous les textes proposés par le gouvernement. Merci Michel Leniaud. Merci, on voit qu'avec Jean-Louis Fousseret, vous êtes quand même relativement d'accord, même s'il y a, j'ai bien compris, des points de désaccord. On va s'intéresser à une circonscription qui était tenue par la droite du côté de Montbard et Châtillon, dans la 4e circonscription de Côte-d'Or, détenue par François Sauvadet depuis 24 ans. La candidate En Marche est aussi arrivée en tête, mais c'est le plus petit score du département. La droite espère conserver cette circonscription, alors que la bataille entre les deux rivaux de droite s'est jouée finalement à un cheveu. Christophe Taris, Dalila Iberaken. Il s'en est fallu d'un souffle pour que l'héritier désigné de François Sauvadet, investi par l'UDI et les Républicains, ne passe à la trappe. Charles Barrière devance le dissident Hubert Brigand de 33 voix seulement. Alors forcément, dans le camp Barrière, hier soir, il y avait du soulagement, mais aussi de l'ambition, car les comptes ont été vite faits. En ajoutant leur score, la droite serait devant la candidate En Marche. Encore faut-il se rassembler. Je comprends que pour Hubert Brigand, ce soir, la situation soit très difficile à vivre, parce qu'encore une fois, je pense qu'il a fait une très belle campagne, mais je pense que le résultat est là, et je pense que personne ne comprendrait, et encore moins ses électeurs, qu'il n'y ait pas de rassemblement de tout le camp de la droite et du centre, et même au-delà. Du côté de Châtillon, fief d'Hubert Brigand, on a longtemps cru tenir les premiers rôles, fort de scores quasi majoritaires dans tout le pays châtillonnais, mais finalement dépassé sur le fil, il devra se contenter d'un rôle d'arbitre, car son choix n'est pas encore arrêté. Attendez, enfin, je regardais un petit peu avec toute mon équipe. Ils vont analyser un petit peu les déclarations des uns des autres. Ils vont regarder un petit peu ce qu'a écrit François Sauvadet, ses déclarations à la presse, ses courriers. On va regarder un petit peu En Marche, etc. Bon, mais ça, on verra ça dans un deuxième temps. On fera une analyse précise pour pouvoir se prononcer. Les reports des 5000 voix du FN bien plus bas qu'à la présidentielle et des 6000 des forces de gauche sont aussi déterminantes. La majorité départementale et par ricochet François Sauvadet joueront gros sur cette 4e circonscription. Alors à droite toujours, on a un peu la gueule de bois ce matin en Haute-Saône. Exit les candidats dans les deux circonscriptions. Celle de Vesoul, la guerre est officiellement déclarée entre le député-maire sortant qui est avec nous, Alain Chrétien, et le sénateur LR, Alain Joyandet. Chacun soutenait d'ailleurs un candidat différent. Pour y voir plus clair, le reportage de Maxime Villirilo et Philippe Arbeil. La première circonscription de Haute-Saône n'a pas échappé à l'élan porté par La République En Marche. Barbara Bessot-Ballot, candidate investie par le mouvement d'Emmanuel Macron, se prépare à affronter Léonie Cugnot du Front National au second tour. Mais au-delà de ce constat, c'est l'identité même de cette circonscription qui a été bouleversée hier. Pas de candidat de droite au second tour alors que les Républicains y avaient réalisé de très bons scores jusque-là. La conséquence d'une guerre fratricide entre Dimitri Dussault, assistant parlementaire d'Alain Joyandet, et Marie Breton, la suppléante du candidat sortant et maire de Vesoul, Alain Chrétien, qui était très colère hier soir. On se rend bien compte qu'il y a quelque chose à droite qui ne marche plus en Haute-Saône. Et donc j'appelle aujourd'hui à la démission d'Alain Joyandet de son poste de secrétaire départemental des Républicains en Haute-Saône. J'appelle à une refondation complète de la droite, parce que si on continue comme ça, après avoir perdu le régional, je vous rappelle qu'Alain Joyandet, qui était tête de liste au régional, a fait le pire score. C'est ce score-là qui nous a fait perdre la région. Il a tenté de faire perdre ma première adjointe au cantonal en 2015. Donc maintenant, ça suffit.
Pour le candidat investi par les instances parisiennes des Républicains, la défaite est amère, mais elle doit être considérée à l'aune des résultats obtenus. Pas aussi mauvais qu'on a bien voulu le laisser entendre. J'ai fait un score particulièrement honorable. En 5 semaines, j'ai obtenu 12,5% des suffrages exprimés ce soir. Au regard du contexte national, du contexte local et de la dissidente incarnée par le maire de Vesoul et l'adjointe de Gré, je pense que c'est un score tout à fait exemplaire. Reste que la scission est bien consommée entre les tenants de la ligne officielle portée par Alain Joyandet et Michel Raison et les apôtres d'une recomposition de la droite haute-saônoise proche d'Alain Chrétien. Dans notre studio de Besançon, Annie Genevard, députée sortante du Haut-Doubs, nous a rejoint. Elle est secrétaire générale adjointe des Républicains, proche de François Fillon. Elle aura certainement à cœur de commenter ce qui se passe en Haute-Saône. Mais Alain Chrétien, on vient de vous entendre. Aujourd'hui, c'est clairement la division qui vous a fait perdre. Moi, je ne fais la guerre à personne. C'est pas l'impression qu'on a dans ce qu'on a entendu. Je ne fais la guerre à personne. Sauf à Alain Joyandet. Je crois que c'est plutôt l'inverse. Parce que en 2015, c'est quand même lui qui a mis quelqu'un contre ma première adjointe à Vesoul. Aujourd'hui, c'est quand même lui qui conteste la légitimité du député sortant. C'est une querelle de personne ou c'est une querelle politique ? La candidate suppléante sortante. Donc moi, je ne fais la guerre à personne. C'est une querelle politique ou c'est une querelle de personne ? C'est ça qui est important de savoir aujourd'hui. Je crois simplement qu'Alain Joyandet n'accepte pas que je lui ai succédé. Et il essaie de mettre des croche-pieds sur tout ce qu'on fait en Haute-Saône, qu'on essaie de construire. Alors, avec Michel Raison. Des courses, quand même, c'est le Front National qui est présent dans les deux circonscriptions. Tout à fait, puisqu'il a envoyé. C'est pas très malin, quand même. Il a quand même envoyé l'assistant parlementaire, son assistant parlementaire, il y a 5 semaines contre nous. Alors que la règle chez les Républicains, c'est que le député sortant a toujours droit de suite. Son assistant parlementaire avait l'investiture des Républicains. D'ailleurs, je suis déçu qu'Annie Genevard, qui nous écoute sans doute, n'ait pas voté pour ma candidate alors qu'elle s'y était engagée. Parce que c'est le candidat filloniste qui a été investi. Voilà. Vous payez aussi la guerre de la présidentielle. On paye les règlements de compte, on paye ce sectarisme, justement. On va demander à Annie Genevard. Annie Genevard, comment vous analysez la situation ? Moi, je constate la violence de l'attaque et je la déplore. Comme secrétaire générale adjointe des Républicains, je regrette que notre famille politique donne un tel spectacle. Je voudrais dire à Alain, que je connais bien, nous avons siégé côte à côte, qu'il faut, si l'on aime sa famille, comme il vient de le dire, si l'on aime sa famille politique, il faut tenir un discours de reconstruction plutôt que d'étaler ainsi des divisions violentes qui ont abouti au résultat que l'on voit. Des décisions de Paris. Entre 17% et 12%, ça fait 29%, Annie. Si vous nous aviez écouté, si vous aviez écouté le terrain plutôt que d'écouter Paris, on n'en serait pas là, ma chère Annie. Donc il ne faut pas oublier le terrain. Et comme tu le dis, on se connaît depuis longtemps. Tu m'avais dit ta candidate est une bonne candidate et 2 jours plus tard, tu changes ta position. Donc là aussi, je crois qu'il y a du règlement de compte qui ne devrait pas avoir lieu chez les Républicains. N'essaie pas de prolonger la querelle qui t'oppose personnellement à tel ou tel responsable de ton département. À mon propos, ça n'est pas juste. Tu m'as présenté ta candidate. Un autre candidat a été soutenu par 2 autres parlementaires. Qui est venu après. Il y a eu un arbitrage selon des règles que tu connais, puisque tu en as été en son temps le bénéficiaire. Annie Genevard, vous ne regrettez pas d'avoir soutenu François Fillon aussi loin, aussi longtemps, parce qu'on voit bien que les choix des circonscriptions et des investitures pour les circonscriptions ont aussi été guidés par ce choix-là. Non, absolument pas. Absolument pas. Le choix du candidat en Haute-Saône n'a été en rien guidé par l'engagement auprès des candidats à la présidentielle. C'est tout à fait injuste et inexact de le prétendre. Notre famille politique a fait le choix d'un candidat. Pour le faire gagner, il fallait s'y rallier. D'autres ont quitté très prématurément le navire. Laissez finir Annie Mais Genevard. écoute, Alain, tu as participé comme d'autres au résultat que nous connaissons et que je regrette. Merci Annie Genevard pour cette réaction. Lilian Melet, ça fait peut-être les affaires du Front National, non ? Alors Maxime Thibault, d'abord, effectivement, quand vous voyez ça, vous vous dites, alors c'est le prolongement de nos discussions de tout à l'heure. Il y a quelque chose à... Non, mais on connaît Alain Joyandet, on sait très bien qu'il aime la division et qu'il aime faire perdre son camp. Mais en dehors de cette considération, je remarque simplement qu'il n'y a plus d'idées aujourd'hui chez les Républicains et qu'on est en train de refaire un nouveau clivage politique entre d'un côté les patriotes, les souverainistes et Alain, sincèrement,
Si tu veux venir, t'es le bienvenu. Et de l'autre, les mondialistes. Je te rassure, Maxime, c'est pas prévu. Non, mais et de l'autre, les mondialistes qui sont autour de Macron. Et c'est, enfin, il y a même pas de commentaire à avoir. Je pense que on est deux jeunes avec Alexandre et on je veut donne la peut-être parole voir à politique Alexandre et Maureen autrement. parce que je vous vois hocher la tête d'un air un peu dépité en voyant ce qui se passe. Je suis dépité quand j'entends plusieurs choses déjà. Donc on voit bien que le spectacle qui est proposé par la droite est déplorable. On voit des conflits de personnes qui ne parlent en effet plus du fond. On va dire que c'est pas nouveau quand même. C'est pas nouveau, bien entendu. Mais Il y a peut-être aussi une fracture idéologique. Il y a peut-être aussi une fracture idéologique, mais c'est mieux de le verbaliser en tout cas comme ça. Et moi je suis en opposition totale avec ce que dit mon voisin. Le clivage aujourd'hui, il n'est pas entre des patriotes ou des mondialistes. Tout le monde est patriote. Il n'y a aucun brevet de patriotisme. Quand t'es soumis à l'Union européenne, tu sais très bien. Il n'y a aucun brevet de Tu sais très patriotisme bien. à faire pour le Front National. Ce serait surtout du nationalisme. Je pense que le 21e siècle politique, en tout cas, est rentré. On est en plein dedans. Ça y est. Et là, par contre, il y a trois pôles. Alors justement, il y a un on pôle peut réactionnaire, bien entendu, qui est incarné par l'extrême droite, mais c'est son droit, c'est une culture Là, politique tu fais comme des les autres. politiques politiciennes. Pas On en du tout, débattait à pas la du fac, tout. c'était pas ça. En T'étais pas comme ça. En termes de Arrête, politique Alexandre. politicienne, quand tu as rejoint le Front National Mais juste pour non, avoir j'ai une rejoint les place. Patriotes pour fonder un on sait très bien ce qu'on rassemblement. fait. Vous vous êtes croisés à l'université, c'est ça? Mais oui, mais on est potes de fac. Ce qui explique aussi le tutoiement, comme tout à l'heure, entre Alain Chrétien et Annie Genevard, mais qui n'était pas. On n'est pas dans une AG étudiante, il me semble quand même qu'on est Oui, mais on ferait mieux de Je défendre pense nos convictions de jeunes. on peut se poser la question de l'abstention à ce stade de notre émission, puisque effectivement, ce qui se passe dans l'échiquier politique peut avoir favorisé l'abstention, qui a atteint hier des chiffres importants. En Bourgogne-Franche-Comté, la mobilisation a été faible, avec près de 51% de votants, soit 10 points de moins qu'au premier tour de 2012. Une tendance encore plus marquée dans les quartiers populaires, comme on l'a constaté à Chenôve, en Côte d'Or, avec Gabriel Talon et Romain Liboz. Nombre d'électeurs votants, 3597, soit 43,92%. Ambiance morose à l'hôtel de ville de Chenôve à l'annonce des résultats. L'abstention dépasse les 56%. Dans le quartier du Mail, elle atteint même 60%. Dans ce quartier, un peu plus tôt dans la journée, on profite de la météo estivale. Les jets d'eau et promenades ombragées attirent plus que les bureaux de vote. Après avoir voté à la présidentielle, beaucoup d'électeurs ne se sont cette fois pas rendus aux urnes. Ça me semble moins important que la présidentielle, tout simplement. Il faudrait peut-être plus en parler, plus sur le terrain. Il faudrait peut-être plus venir sur le terrain et venir à l'écoute des gens. Ce n'est pas une nouveauté. En 2012 déjà, l'abstention aux élections législatives était 2 fois plus importante qu'à l'élection présidentielle. Elle atteignait 52%. Le phénomène interpelle et inquiète le maire de la commune. Il regrette que les candidats n'aient pas su mobiliser plus. Et surtout, il espère que des mesures seront prises pour redonner de l'attrait à cette élection. Il y aurait une dose de proportionnel et moi j'y suis pas personnellement favorable de se dire que son bulletin de vote va avoir plus de poids et que j'aurai peut-être plus de chances d'avoir un représentant à l'Assemblée nationale parce qu'il y a une dose de proportionnel. Vraisemblablement, ce serait mobilisateur. Un problème qui dépasse désormais largement le territoire de Chenôve, avec une abstention record en France pour cette élection législative. Ce soir. Donc je le dis. Annie Genevard, vous êtes avec nous depuis Besançon en direct. Comment on fait pour mobiliser les abstentionnistes nombreux, y compris dans votre camp certainement, on l'a vu avec les résultats, entre les deux tours ? Je crois qu'il faut aller sur le terrain, bien sûr, faire campagne jusqu'au dernier moment. Il faut convaincre aussi les abstentionnistes de s'impliquer parce qu'il y a un choix majeur qui est proposé aux Français. Les élections législatives déterminent tout de même la couleur d'un gouvernement et la conduite de la politique de la nation. Mais au-delà, on sait très bien qu'Emmanuel Macron va vers une large majorité. Les chiffres sont là, mais l'enjeu pour nous, c'est que la droite et le centre puissent être représentés à l'Assemblée nationale, puissent porter une voix utile au pays. Merci Annie Genevard. Maxime Thiebaud, vous qui avez aussi des candidats au second tour, en 10 secondes, comment vous mobilisez ? Vous n'avez pas vraiment de réserve de voix dans certaines circonscriptions ? Non, on va mobiliser en demandant aux abstentionnistes, à notre électorat, d'aller voter. Parce que tout est possible vu l'abstention. Et il faut une vraie opposition à Emmanuel Macron, donc voter pour les candidats Front National. Et vous verrez, on aura des élus beaucoup plus que les attentes. Merci à tous, merci à tous nos invités d'avoir participé à cette émission spéciale. Merci à Lilian Mellet et Catherine Elziri de nous avoir éclairé de leurs analyses. Je vous rappelle que pour le détail des résultats et toutes les réactions en région,
vous pouvez vous rendre sur notre site internet bfc.france3.fr. Prochain rendez-vous, ne le manquez pas parce qu'il sera également beaucoup question des élections législatives. C'est bien sûr l'information régionale à 19h avec le 19-20. Et d'ici là, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, France 3 Bourgogne, France 3 Franche-Comté. Très bel après-midi sur France 3.